Après-midi à l'Assemblée, le Premier ministre Sébastien Lecornu semblait pessimiste sur la situation dans le détroit, évoquant même un nouveau risque d'escalade. Il faut dire que depuis hier, l'opération Project Freedom, projet donc d'escorte des navires marchands par l'US Navy, a provoqué une reprise des tensions et des frappes iraniennes, notamment en direction des Émirats arabes unis, encore ciblés à l'instant. Ce pays du Golfe, grand allié de Washington, est devenu la principale cible de Téhéran. Les provocations iraniennes vont-elles conduire les États-Unis à reprendre les frappes que cherche l'Iran lorsque le régime affirme qu'il n'a pas vraiment commencé les combats. En tout cas, face à une situation sans issue, pour l'instant, le reste du monde cherche maintenant désespérément de nouvelles routes du pétrole pour amortir le choc. L'Iran frappe les Émirats et défie Trump, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Guillaume Lagan, vous êtes spécialiste des questions de défense, maître de conférence à Sciences Po, je cite votre dernier livre, Géopolitique de l'Europe aux presses universitaires de France. Avec nous ce soir, Mariam Pirzadeh, vous êtes rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante à Téhéran. Christian Chesneau est avec nous, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Je rappelle MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, votre dernier livre publié chez Michel Lafon. Enfin, Philippe de Sertine est avec nous, vous êtes économiste, professeur à l'université IAE Paris-Panthéon-Sorbonne, auteur de L'horizon des possibles, publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je citais le Premier ministre qui était plutôt alarmiste, en tout cas pessimiste cet après-midi à l'Assemblée, en disant « Nous ne sommes pas loin d'une reprise des combats ». Guillaume Lagan, c'est vrai qu'on a vu depuis 48 heures, depuis 48 heures, des signaux faibles, en tout cas une reprise des tensions dans le détroit. Alors oui, une reprise même très, très vive des tensions. Donc je rappelle pour les téléspectateurs que depuis maintenant 2 jours, l'espèce de consensus qui s'était créé sur le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire blocus iranien et contre-blocus américain, a d'une certaine manière volé un éclat, puisque les États-Unis ont décidé hier de reprendre, alors c'est une vieille mission qui s'était confiée depuis 1945, c'est-à-dire la liberté des mers. Ils ont donc envoyé 2 destroyers traverser le détroit d'Ormuz et rentrer dans le golfe Persique, puis accompagner ensuite 2 navires sortant donc sous escorte de ce fameux détroit. Donc les Iraniens ont répliqué en visant directement les Émirats arabes unis par des tirs de missiles, et aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de signaux faibles, donc reprise des cours en dématérialisé aux Émirats arabes unis, procédure d'urgence en Israël, et puis annonce aussi par le commandement américain qu'ils ont détruit des capacités iraniennes, des petits navires de ce qu'on appelle la flotte moustique. Donc tous ces éléments font penser qu'on pourrait aller effectivement vers une reprise des combats. Avec Donald Trump qui dit à l'instant et qui confirme, parce que l'information avait été donnée par la défense américaine, par le Pentagone, et puis ensuite confirmée, dit par les Iraniens et démentie par les Américains. J'y vais. Donald Trump confirme que l'Iran a tenté de s'attaquer à des navires américains. Il y avait eu un peu de flottement hier sur cette information-là. C'est confirmé par Donald Trump. C'est confirmé. Les Iraniens l'avaient annoncé hier. Il faut savoir aussi, c'est passé quasiment inaperçu, mais on a entendu des explosions très vives à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, et sur l'île de Reichm, qui est dans le détroit d'Ormuz. Donc il se pourrait que les Émirats arabes unis aient répliqué cette nuit. Moi, je connais des personnes sur l'île de Reichm qui ne me répondent pas. Internet a été coupé. De toute façon, Internet est coupé depuis 67 jours, mais ils arrivaient à se connecter. Et là, je n'arrive pas à les joindre. Et il y a plusieurs sources qui font état de ces explosions, comme des explosions de guerre très très fortes. Donc, ils auraient pu viser spécifiquement des bâtiments liés aux gardiens de la Révolution ou des bâtiments liés au régime. Donc, hier soir, il s'est passé quelque chose aussi dans le détroit d'Ormuz d'un point de vue militaire. Ce n'est plus cette guerre hybride qu'on connaît depuis maintenant pratiquement 3 semaines, même 2 mois si on recommence depuis le début. Mais effectivement, les Iraniens, on sent qu'ils calibrent leur réponse et ils ont essayé d'attaquer des navires américains après avoir attaqué des navires émiratis, un navire également sud-coréen. Mais si jamais ils s'attaquent à un porte-avions américain, là, la guerre, elle bascule, on rentre dans une autre dimension. Et donc, on sent que les gardiens de la Révolution qui tiennent ce détroit d'Ormuz, parce que ce n'est plus les Téhéranniens, c'est vraiment les gardiens de la Révolution qui tiennent qui essaient de tenir ce détroit d'Ormuz,
font pression et chaque phrase qu'ils prononcent fait paniquer tout le monde. C'est-à-dire par exemple, les mines dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, il n'y a aucune certitude que ces mines soient présentes dans le détroit d'Ormuz. Il pourrait s'agir de quelques dizaines de mines. Personne ne les a trouvées pour l'instant. Mais dès qu'ils font une annonce, qu'ils ont... Là, tout à l'heure, je regardais le fil sur Twitter des gardiens de la Révolution. Ils annonçaient avoir capturé 2 navires américains. Donc, en fait, ils annoncent des choses impossibles de vérifier. Donc, il y a une panique. Et donc, tout le monde voilà, ça s'embrase d'un coup. Mais c'est très difficile de vérifier chaque information, de vérifier aussi le stock, où en sont cette armée des gardiens de la Révolution. On sait que les Américains se sont refait une santé à la faveur du cessez-le-feu. Ils ont refait leur stock de munitions. Ça leur a apporté un répit. On ne sait pas ce qui s'est passé du côté iranien pour l'instant. En tout cas, vous dites les gardiens de la Révolution tiennent le détroit d'Ormuz. On entend la même chose du côté des Américains qui disent, c'est Donald Trump qui dit les États-Unis ont le contrôle total du détroit d'Ormuz. Chacun c'est la bataille des narratifs. Hein. Chacun a son narratif, son histoire, veut vendre son histoire à ses opinions publiques. Pour le moment, c'est plutôt les Iraniens qui tiennent le Hormuz. Pour ce qui concerne l'incident d'hier, c'était plutôt pas des tirs contre les Américains, c'était des tirs de semonce. C'est-à-dire qu'ils ont, parce que les Iraniens sont très précis, calibrent et envoient des messages politiques. Et là, s'ils avaient voulu vraiment frapper un porte-avions... Donc ils ont visé des navires américains. Ils ont lancé un avertissement aux Américains en lançant 2 missiles, même pas forcément pour les frapper, pour les détruire. Donc là, on est encore une fois dans pas une chorégraphie, mais chacun envoie des messages et on se teste. On teste les limites de l'autre. Et pour l'instant, on n'a pas encore basculé. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, Christian Chesneau. On teste quoi là dans ce moment-là? Parce que les Iraniens, vous disiez, on basculerait dans autre chose si évidemment les Iraniens tapaient vraiment un navire militaire ou un navire civil même, hein, peut-être avec un navire marchand avec pavillon américain. Qui teste quoi? Parce que je vous pose la question, pardonnez-moi, parce qu'on va entendre dans un instant Donald Trump et Pete Hegseth qui donne le sentiment de dire nous ne voulons pas la reprise des combats en n'étant pas sur une ligne d'apaisement mais pas loin. Parce que personne, en fait, en réalité, a intérêt à une reprise des combats massifs. Je veux dire, quelque chose qu'on a vu avant le 8 avril. Quand je disais, ils testent, chacun marque son territoire. C'est aussi une guerre de territoire. Chacun marque ses limites. Les Iraniens envoient des messages. Notamment, il y a eu un pétrolier sud-coréen qui a été endommagé et qui passait sous contrôle américain, qui passait pas par les Iraniens. Le message, c'est de dire, si vous passez avec les Américains, on vous tire dessus. Passez par moi et vous allez payer. Donc voilà, il y a cette géographie locale où chacun joue sa partition. Alors on n'est pas encore à la bascule et à la reprise de la guerre totale, mais on a un moment effectivement très fragile, très volatile, où effectivement un incident peut effectivement faire basculer la situation. Qui a intérêt à ce que les combats reprennent? Personne? Ni les Iraniens ni les Américains? Dans l'absolu, personne. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution politique en vue. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire, parce que les Américains ne pourront pas gagner militairement, les Iraniens non plus. Et la seule solution, c'est la diplomatie. Donc là, on est dans ce que j'appelle, aux échecs, on appelle ça faire patte, c'est-à-dire on est match nul, on est bloqué. Et on est dans cette situation. On n'a pas de négociation. Et la situation militaire est très volatile et il n'y aura pas de vainqueur militaire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en rester là. Et on va le voir ce soir. Je voudrais qu'on écoute le secrétaire d'État à la guerre, Pete Hegseth. Une fois de plus, l'Amérique met sa puissance au service des autres. L'Iran tente de soumettre le monde. Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires marchands innocents avec ce qui reste des forces iraniennes, vous vous exposerez à une puissance de feu américaine écrasante et dévastatrice. Philippe de Sertine ? C'est, je dirais, le langage militaire. Et on voit bien que ce sur quoi joue à fond l'Iran et qui préoccupe les États-Unis, c'est qu'on est au-delà du militaire. Quand ils sont en train d'attaquer les Émirats, c'est précis comme cible. Hein. Quand on est sur le détroit d'Ormuz, c'est précis. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est aussi l'approche américaine. C'est en disant, on est sur l'énergie, on est sur l'économie mondiale. Et d'ailleurs, là, l'utilisation mondiale, c'est important. En disant, en fait, on est sans arrêt dans quelque chose où on voit bien que du point de vue militaire, on n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre. En revanche, par exemple, l'attaque sur les Émirats, elle est très ciblée, très claire, très précise. Vous voyez, c'est pas Israël, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats. Et là, donc, on est bien avec, d'ailleurs, entre parenthèses, le risque, comme on le disait, d'une réponse, parce que les Émirats ont une approche beaucoup plus dure que par exemple, l'Arabie Saoudite. Et les Iraniens savent ce qu'ils font, savent comment, en fait, ils enveniment sans cesse le conflit par où les Occidentaux sont fragiles, c'est-à-dire par la question énergétique, par la question économique, par la question du commerce international, qui demeure complètement bloqué
là, de ce point de vue, Hormuz. Et nous sommes en direct ce soir avec Sonia Dridi, correspondante à Washington pour LCI France 24. Bonsoir Sonia, merci d'être en direct avec nous. Il y a une conférence de presse de Donald Trump. J'allais dire ce soir, quelle est l'humeur à la Maison-Blanche? Quelle est l'humeur du président Donald Trump? Oui, alors on sent toujours un Donald Trump assez tiraillé qui vient de s'exprimer depuis le bureau ovale. On voyait l'entrée derrière moi, c'était un événement sur un tout autre sujet, mais il a répondu depuis ce bureau ovale à des questions de journalistes et encore une fois, il a dit que l'Iran que les États-Unis avaient les cartes en main. Il a assuré que l'Iran avait été défait, que l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire. On a senti un Donald Trump qui tente de projeter devant l'opinion publique américaine une image de confiance, mais on sait qu'il est très tiraillé, que cette administration continue d'étudier de très près et a des plans prêts pour des options militaires. On va écouter Donald Trump qui s'est exprimé à l'instant. Sans nous, l'Iran aurait eu l'arme nucléaire. Et peut-être que nous ne serions même plus là aujourd'hui. Je peux vous dire que le Moyen-Orient aurait été anéanti. Israël aurait disparu. Et ils auraient ensuite tourné leurs armes vers l'Europe, puis vers nous, parce que ce sont des gens malades. Et nous n'allons pas laisser des fous posséder l'arme nucléaire. Donald Trump, sauveur d'Israël, sauveur aussi du reste du monde, considérant qu'il a fait le job. Oui, et c'est un Donald Trump qui, déjà hier, devant des entrepreneurs, parlait de mini-guerre. Il se veut rassurant, alors qu'il a vraiment cette pression très forte de l'opinion publique. Un récent sondage montrait que 27% seulement des Américains pensaient que cette intervention en Iran valait le coup. Les prix de l'essence ont augmenté très fortement. Aujourd'hui, ils sont à 50%. L'essence est 50% plus chère qu'avant le début de la guerre. Et c'est ce que disaient des hauts responsables au Wall Street Journal. Et vraiment ce qu'on ressent ici, c'est-à-dire qu'il y a un Donald Trump qui à la fois a envie de punir entre guillemets l'Iran parce qu'elle refuse d'abandonner son programme nucléaire, et en même temps il veut éviter une escalade militaire. Donc on a vraiment un président tiraillé. Alors une source a déclaré à CNN que les États-Unis et Israël étaient en train de se coordonner pour de nouvelles frappes visant les infrastructures en Iran ou ciblant des dirigeants iraniens. Donc c'est une véritable possibilité qu'il y ait de nouveau une escalade militaire, mais on sent que c'est compliqué pour cette administration, avec des conseillers ici à la Maison-Blanche qui pressent plutôt Donald Trump de trouver une sortie à cette guerre. Merci beaucoup Sonia Dridi d'avoir été en direct avec nous. C'est intéressant ce que disait Sonia à l'instant, c'est un peu ce qu'on ressentait, c'est-à-dire un Donald Trump qui n'a pas envie d'y retourner et qui est coincé. Même quand on regarde le dispositif, le Free Project, le projet de liberté pour faire passer les bateaux, 2 destroyers, 800 ou 1000 bateaux qui sont bloqués. Si vous sortez 2 bateaux par jour, il va falloir 10 ans pour sortir tout le monde. Donc voilà, donc on sent bien que les Américains sont aussi coincés parce que c'est un traquenard, c'est un piège, et donc ils balancent entre effectivement frapper fort parce que on va falloir faire quelque chose, et puis peut-être négocier. On sait que Trump va voir Xi Jinping dans 15 jours, peut-être que ça va se passer là, la négociation. En tout cas, pour l'instant, l'Iran joue avec les limites des Américains et les nerfs des pays du Golfe. Hier, ce sont 15 missiles qui ont ciblé les Émirats Arabes Unis, comme depuis d'ailleurs le début du conflit. Téhéran cible un voisin coupable d'être trop proche des Américains, mais aussi des Israéliens. Romain Besnénou et Christophe Roquet. Fujairah, à quelques kilomètres au sud du détroit d'Ormuz, un drone iranien vient de s'écraser sur un site pétrolier. L'attaque survenue hier a fait 3 blessés et provoqué un immense incendie, visible dans le ciel des Émirats Arabes Unis. La monarchie indique avoir intercepté 4 autres drones et 15 missiles ces dernières 24 heures. La tension remonte au Moyen-Orient avec le lancement de plusieurs missiles iraniens vers les Émirats. Si l'Iran vise des pays du Golfe, cela constituerait une violation du cessez-le-feu actuellement en vigueur. Le président Trump affirme que si des navires américains dans la région sont pris pour cible, les Iraniens seront rayés de la surface de la Terre. La pression à son maximum. En rompant le cessez-le-feu hier, les Iraniens ont fait repartir le baril de pétrole à la hausse et ont peut-être franchi une ligne rouge. Car cette fois, les Émirats ne comptent pas se laisser faire. Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une violation inacceptable. Les Émirats se réservent le droit entier et légitime de riposter à ces attaques afin de protéger leur souveraineté.
Depuis le début de la guerre, les Émirats arabes unis n'ont jamais répliqué aux nombreuses attaques iraniennes, recensées ici par un tableau du ministère des Affaires étrangères. Au total, 2260 drones, 29 missiles de croisière et 549 missiles balistiques iraniens ont frappé la monarchie du Golfe. Pour l'instant, sa riposte n'est que symbolique, à l'image de ce clip qui imite la propagande iranienne de ces dernières semaines, des Legos, de l'IA et un message. En Iran, les gens sont silencieux, observés, confinés. Ils rêvent de quelque chose qu'ils ne parviennent pas à trouver. Une terre où 200 nationalités vivent côte à côte avec les Émiratis. Les Émirats, une cible privilégiée de Téhéran qui ne supporte pas son rapprochement avec Israël. Ce serait d'ailleurs en partie le dôme de fer israélien qui aurait intercepté les missiles lancés hier. En pleine escalade, les Américains diffusent ces images d'avions de chasse qui décollent du porte-avions Abraham Lincoln, chargé de faire respecter le blocus. 6 embarcations iraniennes auraient été détruites hier dans le détroit. Donald Trump veut reprendre la main. Les marchés atteignent des sommets malgré cette opération militaire. Appelez ça comme vous voulez. Nous ne pouvons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Donc nous avons fait un petit détour là-bas et cela se déroule très bien. En Iran, le régime assume sa stratégie. Nous avons été attaqués par les États-Unis à 2 reprises, alors que nous étions en pleine négociation sur la question nucléaire. Il est donc clair que la discussion sur ce sujet est très sensible. Les Américains doivent s'engager dans une approche raisonnable et abandonner leurs demandes excessives. Mais l'Iran commence à se faire beaucoup d'ennemis. Hier, un cargo sud-coréen ancré dans le détroit d'Ormuz a été frappé par les Iraniens. Pas de victimes à bord, mais un possible tournant pour le pays. Le président Trump a déclaré que la Corée du Sud devrait désormais rejoindre l'opération Projet Liberté. Si les Iraniens ont visé délibérément notre navire, ce serait une erreur assez grave de leur part. Parce qu'actuellement, malgré diverses pressions, le gouvernement coréen essaye de ne pas bouger et de ne pas nous impliquer dans cette guerre. Mais si la situation évolue, les options se réduiront. Le Pentagone a redit cet après-midi attendre de la Corée, mais aussi des pays européens, du Japon ou de l'Australie, une mobilisation prochaine dans le détroit d'Ormuz. Alors nous allons revenir sur l'éventuelle mobilisation d'autres pays dans le détroit d'Ormuz. Mais d'abord cette question de Philippe. Les Émirats arabes unis pourraient-ils entrer en conflit ouvert avec l'Iran suite aux récents tirs de missiles et drones qui les ont visés? Peut-être Guillaume Lagarde sur cette question. Mais écoutez, ça a été dit dans le reportage. Ils ont été visés à plusieurs reprises, donc c'est hier. Et puis surtout, il faut rappeler que les Émirats arabes unis ont été l'objet de milliers de tirs iraniens. Ils ont même été davantage visés qu'Israël pendant la période des combats directs. Selon les sources ouvertes, ils auraient répliqué directement sur le sol iranien, mais n'auraient pas communiqué sur ce sujet. Et effectivement, il y aurait une possibilité pour qu'ils le fassent, non seulement ils pratiquent ces frappes de représailles en droit international, mais qu'ils le fassent également en savoir. Et ils peuvent compter effectivement à la fois sur l'appui des États-Unis, sur celui d'Israël, qui pour la première fois, à l'échelle de la région, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, a mis à disposition des Émirats arabes unis, c'est-à-dire d'une puissance arabe, si vous voulez. Le dôme de fer. Alors voilà, des capacités militaires et des soldats israéliens. Et puis, également, je le rappelle, de la France, puisque nous sommes aux Émirats arabes unis, avec des capacités navales, des capacités aériennes, des capacités terrestres. Nous avons des soldats, des chars. Et donc, nous avons aussi participé à la défense des Émirats arabes unis. Et nous pourrions, à ce titre, être impliqués. Je voudrais juste rebondir. C'est pas rien, votre dernière phrase. Non, c'est pas. Nous pourrions, à ce titre, être impliqués. Ça veut dire que si les Émirats arabes unis perdaient patience, assumaient les répliques qui, pour l'instant, se font de manière discrète, comme vous l'avez expliqué à l'instant, on serait engagé de fait aux côtés des Émirats? Alors, en tout cas, nous avons déjà aidé les Émirats à détruire un certain nombre de capacités iraniennes qui voulaient les frapper.
Après, ce qu'on pourrait faire en plus, ça dépend de la relation entre les deux pays et de ce que demanderont les Émiratis. Ce que j'observe, en tout cas, je voudrais juste rebondir là-dessus, c'est que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que les Américains et les Iraniens sont dans une espèce de patte, je crois, enfin de qualité. Non, sur un plan militaire, il est évident que les Iraniens sont complètement dépassés par les capacités américaines. En revanche, ils ont des capacités de faible au fort, c'est-à-dire qu'ils peuvent perturber, on l'a dit, le trafic mondial, ils peuvent prendre en otage la communauté internationale, mais en aucune manière, ils ne peuvent remettre en question la domination militaire américaine. Et j'observe à cet égard que la communication qu'ils ont faite sur les attaques de navires américains, rappelez-vous, pendant la période des combats actifs, ils avaient dit qu'ils avaient touché le porte-avions américain. Ça n'a jamais été prouvé. Donc, si vous voulez, c'est une chose de faire des clips en Lego où les Américains sont détruits, c'en est une autre d'avoir de la réalité militaire. Alors, attendez, et juste terminer là-dessus, parce que c'était par rapport à ce qu'a dit Marianne tout à l'heure, c'est intéressant aussi de savoir qu'au sein du pouvoir iranien, il y a quand même un débat. En tout cas, les observateurs ne sont pas d'accord pour savoir si le pouvoir iranien est parfaitement rationnel, centralisé, ou alors s'il y a une forme de décentralisation. Et c'est pour ça que quand vous parliez des gardiens de la Révolution, je ne tiquais pas sur le fait qu'ils contrôlaient le détroit, parce que vous avez raison, mais la question de savoir s'ils le font en coordination avec le pouvoir central, ou bien s'il peut y avoir des initiatives locales, je pense aujourd'hui se pose. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Vous avez fait une espèce de résumé des épisodes précédents, je vous en remercie. Non, je voudrais revenir sur ce que vous dites à l'instant, et ensuite je vous donnerai la parole aux uns et aux autres, mais vous dites qu'il y a une domination militaire incontestable des Américains. Les Iraniens ne sont plus en capacité de répondre. Donc là, c'est très difficile, du coup, à comprendre la situation, puisqu'on voit bien qu'en même temps, on a un Donald Trump qui semble être pieds et poings liés, qui passe uniquement 2 frégates, qui se prend des tirs de la part de l'Iran. On voit bien que le trafic est complètement à l'arrêt. Donc, comment peut s'exercer cette domination militaire sur la situation? Trouvez le séjour idéal sur l'appli Booking.com. Un hôtel en ville ou un séjour au bord de la mer. Blocage. Sur la situation de blocage, c'est compliqué parce que, comme on l'a dit, avec très très peu de choses, avec une seule mine, vous pouvez perturber le trafic commercial. Mais d'un point de vue militaire, ce que j'observe, c'est que les 2 destroyers sont rentrés apparemment sans coup férir, ou même si le coup a été féri, je ne sais pas si là on va improviser, c'est pas grave. Voilà, ça n'a pas perturbé la marine américaine. Et je rappelle que, d'un point de vue encore une fois militaire, sur le plan aérien, les Américains dominent complètement le ciel iranien. Donc c'est quand même quelque chose, si vous voulez, quand on regarde les capacités des uns et des autres. On revient à la question qui nous était posée et qui est centrale dans le moment dans lequel nous sommes, dans ce récit qu'on fait jour après jour de ce qui se passe à Hormuz. La question qui nous était posée, c'est est-ce que les Émirats arabes unis peuvent, à un moment donné, entrer officiellement dans ce conflit aux côtés des Américains, puisqu'ils bénéficient désormais, vous l'avez dit, du dôme de fer israélien et d'une forme de partenariat stratégique avec les Américains. Parce qu'ils le font, vous nous l'avez expliqué ce soir, de manière discrète, sans l'assumer forcément. Ils l'ont fait hier soir sur Bandar Abbas dans le sud et sur l'île de Resh, qui est vraiment à quelques encablures d'Oman. On voit cette île depuis... Vous considérez qu'ils sont entrés dans le conflit officiellement? Alors, c'est difficile pour eux parce que là, ils essaient de récupérer leur image. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu sur les réseaux, les communications des Émirats, c'est de dire, on a repris la totalité de notre trafic aérien. On est à 96% un retour à la normale du trafic aérien. On remet Dubaï au centre de la map monde. Revenez, il n'y a plus de danger. Donc si jamais ils entrent en guerre, ils vont encore plus écorner cette image. Parce que cette image, finalement, même si cette guerre, elle s'arrête demain, ce qui ne sera pas le cas, elle va changer quand même beaucoup de choses au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, il y a 3 options, en fait, sur la table. Il y a soit Trump réussit, et c'est ce qu'il veut à tout prix, négocier un accord avec l'Iran et apporter un accord pour dire j'ai réussi à négocier avec eux, et ça ressemblera très vraisemblablement à l'accord sur le nucléaire de 2015. Soit on repart dans une guerre totale comme on a connu il y a encore quelques semaines, soit on reste dans ce statu quo qui ne va pas non plus convenir aux Émirats arabes unis qui commencent à s'émanciper de cette région. Ils sont sortis de l'OPEP, ce qui n'est pas rien. Ils en faisaient pas, donc l'organisation des pays producteurs de pétrole, ils en faisaient partie depuis 60 ans. Donc en fait, on sent aussi qu'il y a une certaine amertume de leur part de ne pas être assez protégés, et déjà par leurs voisins, mais aussi par les Américains et les Israéliens. Donc les Émirats arabes unis, je ne pense pas qu'ils rentreront en guerre officiellement parce qu'ils ne sont pas voués, ce n'est pas leur vocation d'être en guerre, au contraire, ils essaient de vendre ce bout de terre comme un
un îlot de stabilité et de paix dans un Moyen-Orient à feu et à sang, qui est complètement à côté de la plaque en ce moment, on en convient. Donc, effectivement, ils envoient ils répondent de manière sporadique lorsqu'ils sont frappés. Christian Chesneau, ils n'ont peut-être pas non plus envie de demeurer aux côtés d'une puissance qui s'appellerait l'Iran, qui ne serait pas totalement à terre et qui garderait un sérieux pouvoir de nuisance. Il y a une énorme frustration côté émirienne, mais il y a surtout une frustration, une impuissance, parce qu'ils vont peut-être réagir, et ils ont déjà un peu réagi, mais ils ne peuvent pas aller très loin, sinon ils sont rasés. Alors eux, ils peuvent être rasés en 2 heures par les Iraniens. Pour l'instant, les frappes, on parle de 2000 missiles et de drones, c'est pas des frappes massives qu'on a eues en Israël, des hypersoniques, etc. C'est des frappes politiques. Par exemple, Fougera, le port, hier, les Iraniens ont vraiment visé ce port de Fougera pour dire aux Émiriens, vous n'allez pas exporter une goutte de pétrole, parce que Fougera, c'est le port qui permet de contourner le détroit d'Ormuz. Donc c'est très calculé. Et si les Émiriens s'avisaient de vraiment frapper ou d'entrer en guerre massive contre les Iraniens, en 5 heures, il n'y a plus de Dubaï, quoi. C'est-à-dire des vrais missiles qui tapent les tours et qui tapent le dessalement, le pétrole, comme ça s'est passé en Arabie Saoudite. Malgré le dôme de fer, malgré... Parce que, en tout cas, il y aurait des dégâts considérables. Et là, c'est presque la fin de Dubaï. Et là, c'est un retour 50 ans en arrière. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un conflit ouvert, armé, massif. L'Arabie a très bien compris. Les Qatariens ont très bien compris. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du jeu. Ils ont dit, nous, si on va plus loin, on va se faire laminer. Donc, on préfère négocier en sous-main et en disant, par exemple, aux Iraniens, ne frappez pas le port de Yanbu sur la mer Rouge, parce que là, on commence à exporter du pétrole. Il y a des deals qui se font. Même chose pour les Qatariens. Ils ont été frappés sur le gaz Ras Laffan, le plus grand gisement au monde. Enfin, donc voilà. Donc les Iraniens sont un peu aussi aimeraient faire, mais ils sont quand même coincés parce que s'ils font trop, ils peuvent avoir une vraie attaque massive des Iraniens. La spécificité des Émirats Arabes Unis, c'est les partenariats c'est les accords d'Abraham avec Israël et les bases américaines aux Émirats Arabes Unis. C'est ça. Et ça, alors ce qui paye. Il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs. Et à Bahreïn aussi qui a été frappé. Mais il y en a au Qatar. Ce qui paye aussi, pour les Iraniens aujourd'hui, les Émiriens sont co-belligérants. Ils sont avec les Américains, ils sont surtout maintenant, comme on l'a dit, avec les Israéliens qui ont installé du personnel, des radars, des dômes de fer, et donc du Mossad. Donc, pour les Iraniens, c'est un adversaire, ce sont des ennemis. Et donc c'est pour ça que maintenant, ils frappent de manière précise sur Fougera. Et d'ailleurs, les Iraniens commencent à trouver de nouvelles routes commerciales, parce que Dubaï, a été pendant des années on va en parler économique de l'Iran, et maintenant ils sont en train de... On va parler des nouvelles routes commerciales, mais juste pour être bien sûr de comprendre ce qui se joue, est-ce que lorsque l'Iran frappe les Émirats Arabes Unis, est-ce que c'est un message aussi qui est adressé aux Américains? Est-ce que c'est une provocation vis-à-vis de Donald Trump? Chaque tir de missile iranien, c'est un message politique. Ils font passer un message, la cible, hier, le pétrolier sud-coréen, le port de Fujairah, si on tape Yanbu, si on tape... Voilà, on est les 2 tirs de ce monstre, etc. Tout est codifié, tout est codé. Ils font pas n'importe quoi. Ils sont. Il y a une stratégie iranienne. Il y a une stratégie, alors avec des limites, mais ils sont pas. On n'a pas un régime qui tire n'importe quoi. Il y avait cette question de Jean-Paul. Si les Émirats Arabes Unis sont attaqués par l'Iran, la France doit-elle intervenir militairement pour les défendre? C'est déjà le cas. Ils sont attaqués. En tout cas, les accords de défense prévoient, mais ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. On est déjà venu au secours des Émiratis pendant les semaines de frappe iranienne. Et je pense qu'on le refera à nouveau, puisque, comme je le disais, nous sommes engagés vis-à-vis de cet État dans cet accord de défense. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Vous savez, nous avons aussi de très bonnes relations avec le Qatar, avec le Koweït, avec la Jordanie. Donc nous avons, dans cette région, beaucoup d'intérêt à défendre. Philippe de Sertine ? Peut-être, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, qui est tout à fait juste. Donc Fujairah, c'est un des 7 Émirats. Et effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans la carte qui était diffusée par la télévision américaine, c'est en dehors du détroit d'Ormuz. Et à mon avis, c'est ça que voulaient faire les Iraniens. Parce qu'en disant, là, vous avez effectivement un endroit où le pétrole peut sortir, et nous avons le grand pipeline qui arrive justement à Fujairah. Donc là, l'attaque, elle est très clairement dans cette logique. Et il faut se souvenir de ce qu'on a dit tout à l'heure. Les Émirats, en se retirant de l'OPEP, en fait, ils font quoi ? Ils font acte, on va dire, d'hostilité par rapport à l'Arabie Saoudite, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui tient l'OPEP. Et donc là, on est bien avec aussi des choses très complexes sur la région, où l'Iran est en train d'essayer au maximum de dire aux Émirats, non, votre politique autonome ne va pas fonctionner. Et d'ailleurs, on a compris par où vous comptiez exporter. Alors, on n'est pas avec, de toute façon, des solutions pour vraiment contourner complètement le détroit d'Ormuz, mais c'est clair que, tapant à cet endroit-là, on envoie le signal, non, vous ne pourrez pas trouver des voies de sortie, alors que les Saoudiens,
eux, utilisent massivement leur logique justement pour aller vers la mer Rouge. Donc il y a bien une logique qui est une logique iranienne de dire ceux qui sont les ennemis de mes amis sont éventuellement mes ennemis aussi. Mais que veulent les Émiriens? Ils veulent voir l'Iran à terre, considérant que pour les années à venir, encore une fois, avoir une puissance comme l'Iran, agressive désormais vis-à-vis d'eux, ça peut être un petit sujet, on va le dire comme ça. Ou est-ce qu'ils veulent que ça s'arrête immédiatement? Ils veulent un apaisement, y compris avec un mauvais accord. Dans quelle logique sont-ils aujourd'hui? Je pense que les Émirats, comme beaucoup de pays du Golfe, veulent la fin de la République islamique, mais comme une grande partie du monde, de toute façon. Je pense qu'ils se sont sentis protégés, ils se sont sentis à l'abri, et vraiment, les Émirats ont construit toute leur richesse, tout leur business plan sur cette idée que, au milieu du chaos, il y avait un îlot de stabilité, un îlot paisible, qui était les Émirats Arabes Unis. Alors évidemment, les 7 Émirats ne se ressemblent pas, mais cette image, elle a volé en éclats. Donc, ils ne la récupéreront pas. Et effectivement, si en face d'eux, une République islamique reste affaiblie, certes, mais avec une capacité de nuisance, comme on l'a vu, cette guerre, elle dure depuis quasiment 3 mois. Enfin, quasiment 3 mois, où c'est juste un tout petit détroit de 20 km qui est bloqué. Et tout le monde retient son souffle. Donc, effectivement, les Émirats voient ça avec beaucoup d'inquiétude, forcément. Juste pour rebondir là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les Émiriens vont probablement essayer de faire chuter la République islamique. C'est clair que pour eux, dans la région, c'est eux qui sont les plus engagés dans cette affaire, même si, à des degrés divers, tous les États du Golfe, je dis des degrés divers parce que, par exemple, les Omanais, c'est un peu moins vrai, sont aussi dans cette optique. Au sein des Émirats, comme vous l'avez dit, il y a aussi peut-être des divergences, parce qu'on a beaucoup parlé de Dubaï, mais Dubaï, c'est pas en quelque sorte les mâles dominants. Les mâles dominants, c'est Abu Dhabi, c'est eux qui ont le pétrole, c'est eux aussi qui ont les capacités militaires, et c'est eux qui, ces dernières années, vous savez, les Émirats ont mené une politique, on l'a surnommée la Sparte de la région, parce qu'ils ont mené une grande politique militaire. Ils ont des forces armées, d'ailleurs, qui ne sont... Ils ont beaucoup haché, y compris de l'armement français. Qui sont très bien équipés, mais qui sont en plus avec un certain degré d'opérationnalité. Donc les Émirats, vous les trouvez au Soudan, vous les trouvez en Somalie, vous les trouvez au Yémen, vous les trouvez engagés dans des conflits actifs. Donc c'est, pour la région, une armée qui vraiment tient la route. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure Philippe Sartine, la sortie de l'OPEP s'inscrit aussi dans cette grande politique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le patronage, en quelque sorte, de l'Arabie Saoudite, qui a beaucoup de pétrole, qui a les lieux de culte, qui est un plus grand pays en termes démographiques, ne vaut plus aujourd'hui, et qu'ils peuvent, à l'occasion de cette crise, affirmer la puissance d'Abu Dhabi. Christian Chesneau, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que si les Iraniens sont prudents, s'ils avaient voulu faire mal aux Iraniens, ils auraient saisi les milliards, les centaines de milliards d'avoir les gardiens de la révolution à Dubaï. Ils commencent à geler ils peuvent pas aller, mais ils peuvent pas aller très loin, parce que s'ils font ça, tout l'argent russe, ukrainien, tout s'en va. Et c'est la fin de Dubaï. Donc, et là, c'est une déclaration de guerre pour les... On entendait dans le premier reportage, donc après ce qui s'est passé avec un navire coréen, la télé coréenne qui disait on va voir comment est-ce qu'on s'engage ou pas dans le détroit, la libération du détroit. Donald Trump dit il est temps que la Corée du Sud nous aide. Y a-t-il d'autres pays qui à un moment donné pourraient avoir envie de se joindre à ce projet liberté? Pour l'instant, les États-Unis sont assez seuls. Oui, mais il y a quand même des initiatives européennes, il y a une initiative britannique et française qui vont d'ailleurs qui ont vocation à converger. Alors la question, après la question c'est polémique, c'est-à-dire ça viendrait après la fin du problème, c'est-à-dire quand après la bataille. Voilà, mais effectivement, on peut imaginer que les choses s'accélèrent, notamment si la pression militaire devient plus forte. J'observe à cet égard que on a quand même en Europe une position un peu d'observateur, de spectateur de ce conflit, alors que à bien des égards, il nous concerne sur le plan économique, migratoire, sécuritaire. Ça va pouvoir durer? Est-ce que la pression ne va pas monter de jour en jour sur les Européens et sur notre non-engagement? Ça dépendra, je pense, beaucoup des capacités militaires des uns et des autres. À cet égard, la France est loin d'être dépourvue de capacités. Et vous savez, je dois quand même rappeler aussi ici à nos téléspectateurs que les Américains, depuis le début du conflit, ont perdu 14 soldats. Nous avons quand même perdu 3 de nôtres, un en Irak et 2 au Liban. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est aussi une question de sécurité qui se pose pour les Européens. Il y avait cette question de Pierre en Loire-Atlantique qui va dans le sens de ce qu'on disait à l'instant. L'Europe peut-elle rester indéfiniment spectatrice de ce conflit qui la concerne ? Oui, mais je crois que c'est pas comme ça en fait qu'il faut le voir. C'est-à-dire que si on reprend les Émiratis, faut rappeler d'ailleurs aux téléspectateurs, hein, en fait, l'Iran est chiite, alors que tous les autres sont sunnites. Enfin, on va dire, sauf le Yémen, donc avec effectivement les Houthis ont un lien aux chiites. Donc, ils sont tous islamiques, mais pas, je dirais, de la même façon. Donc, c'est peut-être important à rappeler, parce que de la même façon, vous avez un arbitre qui peut être là, qui serait le Pakistan, qui joue un rôle en ce moment, qui est sunnite,
qui, entre parenthèses, est le problème, enfin en tout cas ce qu'invoque l'Iran en disant les sunnites ont la bombe atomique, ce sont les Pakistanais, et tous, et les Émiratis sont dans cette idée, revenons très vite au business. En fait, ce qu'ils veulent, quand on dit ils veulent abattre l'Iran, non, ils veulent surtout qu'on reprenne le business as usual, en disant... Tout le monde veut reprendre le business. Eh oui, en disant, mais on va pas détruire l'Iran, ils savent bien. Peut-être rappeler toujours, quoi, c'est 10 millions d'habitants, les Émirats. C'est 1 million de nationaux. Ouais, 1 million contre 95 millions. Que 9 millions d'étrangers. Donc, ils ont oui, vous pouvez pas faire une mobilisation générale en disant on va envahir les 85 millions d'Iraniens. C'est pas tenable. 93, pardon. Donc, on est vraiment avec des disproportions très très fortes et avec l'idée, tous, en disant, à un moment donné, est-ce que veulent les Européens ? En disant, il faut très très vite qu'on revienne à la négociation. On va pas s'en sortir. Et quand vous dites, est-ce qu'il ça veut dire qu'on s'assoit sur tout ce qui a été dénoncé avec le conflit. On entendait tout à l'heure Donald Trump rappeler que l'Iran ne peut pas avoir la bombe, l'Iran ne peut pas avoir la bombe. Ça veut dire qu'on revient à la case départ, on revient en 2015 après tout ça. Pour le moment, elle a toujours l'uranium enrichi. Donc là, ce qui se passe pour Israël, c'est qu'il travaille au Liban. Mais est-ce que véritablement on va abattre le régime ? Est-ce qu'on va récupérer l'uranium enrichi ? Honnêtement, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de doutes sur l'issue réelle. C'est toute la question sans cesse, la stratégie réelle. D'accord. C'est quoi le but de guerre ? Donc ça veut dire que, c'est ce que dit Emmanuel Macron cet après-midi, qui va s'entretenir d'ailleurs avec le président iranien. Il dit il n'y a aucune paix qui peut se négocier dans quelques bureaux si elle se joue sur la loi du plus fort, sur la menace des bombes ou des tarifs, sur la violation du droit international. Sous-entendu, à ce stade, les Français et donc les Européens se tiennent, quoi qu'il arrive, à bonne distance de ce conflit, même si le détroit reste bloqué avec les conséquences économiques que l'on mesure chaque jour. Parce qu'il y a une contradiction fondamentale, c'est qu'on a dit c'est pas notre guerre. Ouais. Donc à partir de là, c'est pas notre guerre. Ça concerne les Iraniens et les Américains et les Israéliens qui ont déclenché la guerre. Oui, mais c'est notre problème aujourd'hui. Mais c'est notre problème, et c'est ça le problème. Ouais. Tout le monde fait fi du droit international. Regardez, ce droit maritime, il est sanctuarisé par un texte qui date de 1982, le Monténégro Bay. Les Iraniens ont encore dit récemment, nous n'avons pas ratifié ce texte, donc on fait ce qu'on veut. En fait, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Quoi qu'il arrive, il n'y a plus de loi internationale, de droit international. Là, je vais juste... Tout de même, Montego Bay, c'est un traité qui est quasi universel. Certains États ne l'ont pas ratifié, comme l'Iran ou les États-Unis. Et Oman ne l'a pas ratifié non plus. Oman, ou la Turquie, il y en a d'autres. Mais globalement, il fixe quand même le droit international qu'on doit respecter. Donc, en aucune manière, quand bien même vous n'avez pas respecté ce traité, en aucune manière, vous ne pouvez, comme le font les Iraniens, vous accaparer un détroit. Sinon, si vous voulez, c'est la porte ouverte. C'est ce qu'ils font. On va faire du Gibraltar. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, mais ils le font, il faut quand même le dire, en violation du droit international. Et d'ailleurs, à ce titre, je rappelle qu'il y a une négociation aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies avec une résolution proposée par le Bahreïn qui dit nous demandons en application du droit international que le détroit d'Ormuz soit libéré. Le problème, c'est qu'ils demandent pour cela l'appui des forces armées de l'ONU, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chapitre 7, et qu'ils risquent de s'exposer au veto des alliés de l'Iran que sont la Russie et la Chine. Mais le droit international n'a pas disparu. En tout cas, du point de vue... on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Et on ne l'écoute pas parce que le droit international, vous le savez bien, c'est un droit, mais il n'y a pas de gendarme. Ouais. Alors la question, c'est comment le gendarme pourrait-il le faire appliquer ? Vous vous souvenez de la réaction du président de Total en disant s'il faut payer un péage, on va payer un péage pourvu qu'on revienne au business, quoi. C'est tout le temps, on est en fait autour de cette idée. En tout cas, c'est une crise systémique qui va durer. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi Sébastien Lecornu à l'Assemblée face à l'onde de choc du blocus du détroit. Les pays producteurs tentent d'ouvrir de nouvelles voies pour faire passer le pétrole, même si compenser le trafic d'Ormuz semble hors de portée. Pour l'instant, Nicolas Bidard est... Entre l'Irak et la Syrie, des milliers de camions-citernes, tous remplis de pétrole irakien. Voici la nouvelle route choisie par Bagdad pour exporter sa production. Objectif, tenter de contourner le blocage du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, des files de camions-citernes de pétrole brut s'étendent sur des kilomètres, car il s'agit du seul point de passage permettant d'exporter du pétrole vers la Syrie. Si Dieu le veut, au cours des prochains jours, les volumes échangés augmenteront significativement. Du pétrole irakien, acheminé par voie terrestre, jusqu'à la Méditerranée. Tous les autres pays du Golfe cherchent des solutions, y compris l'Arabie Saoudite. Le troisième producteur mondial de pétrole a misé sur la remise en état de son oléoduc.
Le ministère de l'énergie d'Arabie Saoudite annonce avoir rétabli les opérations sur son oléoduc Est-Ouest qui avait été touché par les attaques iraniennes. C'est ce qu'indique l'agence de presse officielle qui précise que l'oléoduc a retrouvé sa pleine capacité de pompage, soit environ 7 millions de barils de pétrole par jour. L'oléoduc permet à l'Arabie Saoudite de continuer d'acheminer son pétrole jusqu'à la mer Rouge, dans l'ouest du pays. Les Émirats arabes unis aussi disposent d'un pipeline pour contourner le détroit d'Ormuz, mais tout cela reste bien insuffisant. Il faudrait réaliser des investissements absolument considérables sur des décennies pour doubler, tripler, voire quadrupler les capacités de pipeline de sortie de cet espace. Ce sont des voies qui sont, même à exportation maximale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on aurait du mal à dépasser les 8 millions de barils par jour, ce qui reste pratiquement 3 fois moins que ce qui est capable de passer par le détroit d'Ormuz par voie maritime en temps normal. Contraints par la guerre, les Émirats arabes unis, eux, préparent l'après et annoncent sortir de l'OPEP pour produire davantage. Quelqu'un doit produire pour reconstituer les réserves stratégiques mondiales. Nous espérons bientôt pouvoir contribuer à la stabilité mondiale entre l'offre et la demande. En attendant, il faut aller chercher le pétrole chez d'autres exportateurs. Russie, Canada, Brésil et surtout États-Unis. Le pays n'a jamais autant exporté de pétrole brut, 6,4 millions de barils par jour, 60% de plus qu'avant la guerre. Donald Trump se frotte les mains. Un grand nombre de pétroliers complètement vides parmi les plus grands du monde se dirigent en ce moment vers les États-Unis pour se charger du meilleur et du plus doux pétrole et gaz au monde. Le président américain pousse même les compagnies pétrolières à conquérir de nouveaux marchés comme le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves mondiales de brut. Avant la guerre, les industriels y étaient plutôt réticents, mais avec